Les résidences seniors sont censées être des havres de paix, des lieux où les familles sont sûres que leurs aînés seront en sécurité. Et cette histoire nous a frappés parce que c'est le dernier endroit où l'on s'attend à voir sévir l'un des tueurs en série les plus redoutables de ces dernières années, traquant ses victimes les unes après les autres, sous le nez de tout le monde. Je m'appelle Shannon Dion et Doris Gleason était ma mère. J'ai grandi dans une famille merveilleuse et aimante. Il y avait ma mère, mon père et ma sœur Nancy. On vit à Dallas depuis toujours. Ma mère était une femme au caractère bien trempé. Elle était belle et distinguée. Elle nous faisait des gâteaux, elle nous emmenait à la messe. Toutes les trois, maman, Nancy et moi, on était inséparables. C'est magnifique! On se parlait tous les matins. Mais en 2000, la famille reçoit une terrible nouvelle. Nancy a un cancer en phase terminale. Elle offre à Shannon et à sa mère un souvenir pour symboliser leur lien qui reste indéfectible, même au-delà de la mort. Elle a trouvé ses anges gardiens pour maman et moi. Et ma mère portait le sien 24 heures sur 24. Elle ne l'enlevait jamais. C'était une façon de se rappeler qu'on veillait les unes sur les autres. Doris dit adieu à sa fille Nancy, qui meurt le 24 mai 2003. Elle a dit « Je l'ai mise au monde, je serai là quand elle en partira ». Ma mère était une véritable force de la nature. Mais au fil des années, mes parents ont perdu beaucoup de leurs amis. Alors ils ont commencé à chercher un endroit où s'installer. Et ils avaient très envie de vivre dans une résidence pour seniors. Donc, ils ont choisi le Tradition Prestonwood. C'est une résidence de luxe, avec un système de sécurité haut de gamme et tous les services dont on peut rêver. Quand mon père est mort, j'étais contente que ma mère soit là-bas, entourée d'autres veuves. Le 30 octobre 2016, Shannon part chercher Doris pour aller à la messe, comme elle le fait tous les dimanches. C'était une belle journée, du soleil, un beau ciel bleu. Je suis arrivée pour prendre maman. En général, elle m'attendait dehors sur un banc. Mais là, elle n'y était pas. Voyant qu'elle était en retard, j'ai appelé son appartement, elle n'a pas répondu. J'ai dit à l'employé de l'accueil que je n'avais pas la clé de chez ma mère et de me passer la clé de l'appartement 367. Arrivée à l'appartement, la porte n'était pas fermée à clé. Je suis entrée. La dame de l'accueil était avec moi. Je suis allée dans la chambre, pensant que ma mère devait être en train de se préparer. Et je l'appelais « Maman, tu es là ?» Et la dame de l'accueil a dit « Elle est là, elle est morte. » Ma mère était étendue par terre, à côté de la table. Je savais qu'elle était morte. J'ai compris qu'il ne restait plus que son enveloppe charnelle. La police intervient sur les décès accidentels, les overdoses et même les morts de causes naturelles, où il n'y a rien de suspect. Pour les seniors, c'est généralement lié à des problèmes de santé. Dans le cas de Doris Gleason, ils n'ont rien remarqué d'anormal. Les pompes funèbres sont arrivées et je leur ai dit que je voulais récupérer les bijoux qu'elle portait. Et ils me montrent le plan de travail de la cuisine où il y a 2 bagues. J'ai dit « Et la médaille? La chaîne avec l'ange gardien qu'elle porte tout le temps, où est-elle ?» On cherche, mais on ne la trouve nulle part. Et je ne sais pas ce qui m'a poussée à faire ça, mais j'ai regardé dans son sac. J'ai pris son portefeuille. On avait retiré du liquide le vendredi, on était dimanche matin, et il n'y avait plus rien. Et j'ai vu qu'un tiroir de la commode était ouvert. Et là, j'ai compris. Shannon découvre que la bague en émeraude de sa mère a disparu, ainsi qu'un bracelet en or, en plus de la médaille avec l'ange gardien. J'ai peur qu'on ait agressé ma mère. Quelqu'un a pris ses bijoux sur son cadavre.
Mais avant que la police puisse enquêter, l'autopsie doit d'abord déterminer de quoi est morte exactement Doris. Le médecin légiste nous a dit qu'il n'avait constaté aucune blessure, rien de suspect. Le médecin légiste constate la présence de pétéchis, des taches rouges autour des yeux. Les pétéchis indiquent en général que la personne a été étouffée ou étranglée. Mais ici, elles sont attribuées à l'âge. Et le légiste conclut à une mort naturelle. La police enquête sur le vol des bijoux, mais ne trouve rien de concluant. Il y a une logique à tout, et là, il n'y avait rien de logique. Shannon doit surmonter son chagrin. Mais ce qu'il est arrivé à sa mère continue de la hanter. J'essayais de faire la part des choses dans tout ce qu'on me disait et de comprendre comment ça avait pu arriver. Qu'est-ce qu'il s'était passé? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je savais qu'il y avait quelque chose de louche, de pas normal, mais je n'avais pas vraiment d'arguments concrets. Je suis venue ici et j'ai promis à ma mère qu'on trouverait la vérité. Plus d'1 an plus tard, à Plano, au Texas, la vie s'écoule paisiblement dans une autre résidence senior où vit Mary Bartel, 91 ans. Ma mère était la maman parfaite. Elle travaillait dur. Je suppose que tout le monde pense ça de sa mère, mais c'est vrai. Elle avait une patience à toute épreuve. Mary Bartel est venue vivre à Preston Place depuis l'Indiana avec son mari pour se rapprocher de ses enfants et de ses petits-enfants. C'était pas une maison de retraite, mais une résidence avec logement autonome. Elle y tenait et elle adorait ça. Son côté sociable s'est vraiment épanoui. Elle s'est fait plein d'amis. Elle s'impliquait beaucoup dans la vie de la paroisse. Les associations de femmes, les distributions de repas, tout un tas de choses pour aider les autres. Le lundi 19 mars 2018, Mary entame sa journée normalement. Elle se levait, allait marcher dans le quartier et elle allait à la messe tous les jours à 6h30. Ensuite, elle allait au cours de gym. Ce matin-là, ses amis l'attendent devant chez elle. Mais comme elle ne répond pas, elles entrent pour voir si tout va bien. Et elles découvrent Mary inconsciente. Les secours, j'écoute. Notre voisine. On n'arrive pas à la réveiller. À quelle adresse? C'est à l'appartement 816. Résidence Preston Place? Oui. Ok. L'ambulance est en route. Les secours arrivent à l'appartement et trouvent Mary Bartel étendue sur le lit. Elle a l'air morte, mais les ambulanciers lui prodiguent les premiers soins. Ils lui font un électrocardiogramme et constatent que son pacemaker fonctionne. Mary Bartel est vivante, mais mal en point. On lui fait un massage cardiaque et elle se réveille. Mais lorsqu'elle reprend conscience, elle ne parle ni de douleur à la poitrine, ni de chute ou de malaise. Elle dit qu'un homme a tenté de l'étouffer avec un oreiller. Sur le moment, ils se disent qu'elle hallucine et ils l'emmènent donc à l'hôpital. Les ambulanciers ne savent pas trop quoi penser parce que son appartement n'est pas en désordre. Ils ont l'impression qu'elle hallucine. Entre-temps, les enfants de Mary sont prévenus de l'incident. J'étais sous le choc. Je ne comprenais pas comment ça avait pu arriver. C'était un endroit merveilleux, plein de gens charmants, et il était 8h30 du matin. Mon frère Rick a dit au médecin, « Elle a toutes ses facultés. Si elle dit que c'est arrivé, c'est que c'est vrai. Vous devez la croire. » Les médecins se sont dit qu'il y avait peut-être quelque chose et ont appelé la police. On m'a prévenu d'une possible agression avec effraction. Je suis allé aux urgences pour voir Mary Bartel. C'était une femme très stoïque qui nous a parlé de façon posée et très cohérente. J'étais devant mon ordi, je voulais écrire un email et j'ai entendu quelqu'un frapper avec insistance à la porte. J'ai ouvert et j'ai vu un homme qui portait des gants verts, en caoutchouc. J'ai essayé de le repousser, mais j'ai 91 ans et il était jeune et costaud. Il a dit « Laissez-vous faire ».
Allongez-vous sur le lit. Elle lui obéit, s'allonge sur le lit. Il a pris un oreiller sur le lit et il me l'a plaqué violemment sur le visage. Je n'arrivais plus à respirer. J'ai cru que j'allais mourir. Je n'ai pas peur de mourir, mais pas comme ça. Les enquêteurs ne savent pas quoi penser du témoignage de Mary Bartel, car elle aurait pu halluciner durant sa perte de conscience. Mais ils espèrent qu'elle pourra leur fournir une description détaillée de l'agresseur. Vous avez pu voir s'il était blanc, noir, autre? Sa couleur de peau? Eh bien, je ne saurais pas vous dire. Elle se souvenait seulement qu'il était habillé en noir et qu'elle n'avait pas vu son visage. Elle a dit qu'elle avait ouvert la porte en regardant par terre et qu'elle avait seulement remarqué ses gants. Et tout de suite après, il lui a plaqué un oreiller sur le visage et il appuyait tellement fort qu'elle n'arrivait plus à respirer. Elle a essayé d'appuyer sur son bouton d'alerte médicale et elle a perdu connaissance. Elle est formelle. Elle a été agressée et cambriolée. Mon alliance et une autre bague que je portais à cette main ont disparu. Et une bague en diamant que mon mari m'avait offerte. Puis elle a ajouté « Mon sac a disparu, il contient mes cartes de crédit et environ 240 $. Et elle a donné le détail des coupures. Tant de billets de 20, tant de billets de 10, de 1 $. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle donne autant de détails. Les médecins constatent qu'elle a des marques rouges sur le nez et sur la joue droite. Ils constatent également qu'elle a des pétéchis autour des yeux et que ses yeux sont rouges. Le médecin de l'hôpital a dit que ça pouvait être dû à un oreiller qu'on lui aurait plaqué sur le visage, en poussant vers le haut. Après ça, il n'y avait plus de doute. Elle avait vraiment été agressée, et exactement comme elle l'avait raconté. Le témoignage de Mary est pris au sérieux et son appartement est considéré comme une scène de crime. J'étais toujours à l'hôpital, donc j'ai demandé à un collègue de mon unité de sécuriser la scène de crime en m'attendant. Mais même avant d'avoir commencé, l'enquête va connaître un rebondissement inattendu à quelques pas seulement de l'appartement de Mary Bartel. Je m'appelle Jenny Bassett. Je suis la fille d'Anne Conklin. Ma mère était une femme bourrée de talent. Elle adorait tout transformer. Elle achetait une nouvelle maison, refaisait toute la déco et revendait quelques années plus tard. Quand elle est arrivée à Preston Place, elle n'a pas perdu de temps. Elle a redécoré son appartement en un clin d'œil. Et on allait faire les boutiques ensemble. C'était très sympa. Ce lundi-là, en mars, on avait prévu d'aller se promener. Je lui ai envoyé un SMS pour lui dire que j'arrivais. Donc, j'arrive à son appartement, je vais pour ouvrir la porte et c'est fermé à clé. Ça m'étonne. Il n'y a aucun bruit à part la télé. J'ai un mauvais pressentiment. Donc je sors mes clés et j'ouvre la porte. Et je vois ma mère, juste dans l'entrée, par terre. C'était pas normal. Rien que la position de son corps. Je me mets à hurler, je suffoque. Et je sors à reculons parce que... Je ne sais pas pourquoi je voulais pas la toucher. J'avais peur. C'est un cauchemar et je veux me réveiller. Et là, je me cogne à quelqu'un et je suis étonnée de voir que c'est un policier. Le policier était à côté pour sécuriser l'appartement de Mary Bartel lorsqu'il a entendu quelqu'un crier et est venu voir ce qu'il se passait. Il entre et je lui demande « Elle va bien? Il faut lui faire un massage cardiaque ?» Je ne sais plus s'il a dit morte ou décédée ou c'est fini. Là, j'ai senti le froid m'envahir. Je venais la chercher et elle est morte. L'appartement de Mary Bartel est le 816. Et juste en face se trouve celui d'Anne Conklin, le 817. Ça nous a surpris. On ne s'y attendait pas. Est-ce que c'est une coïncidence? Une mort naturelle? Ou est-ce que ça a un rapport avec Mary Bartel? Aucune idée. Pour l'instant, c'est une enquête distincte jusqu'à nouvel ordre. Donc, on a deux enquêtes en même temps.
Ça me fait bizarre. Je ne comprends pas pourquoi ils ont mis un ruban. Pourquoi il y a 5 policiers pour le décès d'une femme de 82 ans? À première vue, tout semble en ordre chez Anne Conklin, mais sa famille relève quelques anomalies. Les choses n'étaient pas comme ma mère les laissait d'habitude. Elle baissait jamais les stores. Jamais. Là, ils étaient tous baissés. Et les policiers ont commencé à poser des questions. Est-ce qu'elle avait une alliance? Bien sûr qu'elle avait une alliance, oui. Elle ne l'a plus. En plus de l'alliance, la famille d'Anne découvre que sa montre a disparu. Tous ces éléments semblent indiquer qu'il se passe quelque chose, que quelqu'un agresse ces femmes pour les voler, puis les tue. Je ne me disais pas que c'était un tueur en série, juste qu'on avait du travail. On a commencé par interroger tout le monde dans la résidence. Très vite, une femme qui travaille au service administratif leur fournit une information précieuse. La direction avait reçu un message vocal de la part du fils d'une résidente. Quelques jours plus tôt, le 15 mars, il était venu chercher sa mère pour l'emmener chez le médecin et il a remarqué un homme noir assis dans une voiture. Et quand il est revenu quelques heures plus tard, il a vu que le même homme était toujours là dans sa voiture sur le parking. Donc, après avoir déposé sa mère, il s'est dit qu'il allait le signaler à l'accueil. Il a décrit le véhicule et donné le numéro d'immatriculation. Ça a été transmis à notre unité de renseignement. Ils ont découvert que le 17 mars, la voiture avait été impliquée dans un accident à Dallas et qu'elle se trouvait depuis à la fourrière. Donc ils ont demandé une copie du rapport de police et ils ont découvert que le conducteur s'appelait Billy Shemirmir. La police de Plano a vérifié les antécédents de Billy Shemirmir. Il était arrivé du Kenya en 2003. Il avait commis quelques infractions, conduite en état d'ivresse en 2010 et en 2011. Plus tard, il a été arrêté pour violence conjugale. Mais pour l'inspecteur Martinez et son équipe, l'infraction la plus troublante est pourtant celle qui semble la moins grave. En 2016, il a été arrêté pour violation de domicile. Il s'était fait passer pour un réparateur dans une résidence senior de Dallas. Je ne m'y attendais pas. Il y avait potentiellement d'autres victimes. Dès le lendemain après-midi, le mardi 20 mars, la police se rend à la dernière adresse connue de Shemirmir, sur Pear Ridge Drive à Dallas, et se met en planque. Des agents ont planqué devant chez lui, en civil. Ils attendent plus de 5 heures avant d'apercevoir enfin Shemirmir. Ils ont vu Shemirmir s'arrêter à côté d'une benne aux abords de sa résidence. Il est descendu de voiture, a jeté quelque chose, puis il est remonté en voiture pour aller se garer sur sa place de parking. Les policiers le font sortir de son véhicule. Et en l'arrêtant, ils constatent qu'il a des bijoux dans sa voiture. Puis ils vont voir ce qu'il a jeté dans la benne. Ils ont trouvé une boîte à bijoux rouge. En ouvrant la boîte, ils découvrent des documents d'immigration au nom de Luttie Harris. En cherchant dans nos bases de données, on trouve une adresse non loin de là, au nord de Dallas. La police découvre que Luttie Harris est une immigrée vietnamienne âgée de 81 ans et veuve. Si Shemirmir a bien agressé Mary Bartel, alors Luttie Harris est en danger. On a reçu un appel de la police de Plano demandant à nos agents de se rendre chez Lou Harris. C'était dans un quartier très tranquille, avec très peu de criminalité. Ils ont frappé à sa porte pour voir si tout allait bien. La porte d'entrée est fermée à clé et ils ne voient rien par la fenêtre. Ils sont entrés par la porte de derrière, qui était aussi fermée. Et ont trouvé Madame Harris morte dans sa chambre. Très rapidement, l'inspecteur Martinez et son équipe arrivent également sur les lieux. C'était rageant parce qu'il venait de commettre un homicide et qu'on l'avait raté de peu. L'inspecteur Martinez m'explique la situation. J'ai parlé de mon enquête concernant Mary Bartel et Anne Conklin
Et j'ai dit que l'arme utilisée était un oreiller. Et je leur ai demandé de retourner jeter un œil à la scène de crime. Et évidemment, ils découvrent des traces de rouge à lèvres rose sur l'oreiller de Lou-T. Harris. Ils apprennent de surcroît qu'elle a des pétéchis autour des yeux. La scène de crime ressemble étrangement à celle de Mary Bartel et Anne Conklin. Et les enquêteurs fouillent les autres pièces. En fouillant la maison, on a trouvé un ticket de caisse de chez Walmart dans la cuisine, datant du jour même. Ça voulait dire qu'elle était allée à Walmart le jour de sa mort. Tout s'était enchaîné très vite. On avait eu 3 victimes en moins de 48 heures. Mais là, on était quasiment sûr d'avoir arrêté la bonne personne. Maintenant, il allait falloir reconstituer les faits. On a vérifié tous les décès naturels de femmes seules, dont des objets de valeur avaient disparu. Dans la même résidence que Mary Bartel et Anne Conklin, la police découvre que Martha Williams, 79 ans, est morte 14 jours plus tôt. Et tout comme chez Mary et Anne, ses bijoux ont disparu. On a contacté les proches de Martha Williams pour leur demander s'ils avaient conservé les oreillers et les draps. Ils nous ont dit que oui. Je suis donc allé récupérer un oreiller. Je me souviens qu'il y avait une tache rouge, de rouge à lèvres. La police a désormais identifié 4 femmes qui ont été tuées ou agressées dans les 15 derniers jours par Billy Shemirmir. À Preston Place, il y a eu Mary Bartel, Anne Conklin et Martha Williams. Et chez elle, Lou-T. Harris. Là, on a compris qu'on avait affaire à un tueur en série. Une fois Shemirmir en garde à vue, la police scientifique fouille son véhicule en quête d'indices en lien avec les meurtres présumés. Ils cherchaient des objets qui ne lui appartenaient pas et ils ont trouvé un jeu de clés dans la voiture. Ces clés étaient celles de chez Madame Harris. Ils trouvent également un autre ticket de caisse de Walmart dans sa voiture, venant du même magasin, à peu près à la même heure que le ticket de caisse retrouvé chez Lou-T. Harris. Donc, on a envoyé un inspecteur à Walmart pour récupérer les images de vidéosurveillance. Il a visionné les images et a pu constater que Billy Shemirmir était au supermarché en même temps que Madame Harris. Sur certaines images, il est dans le même cadre qu'elle. Il prépare clairement son coup. Il chasse. Il cherche une proie. Il a probablement remarqué ses bijoux. Il a regardé ce qu'elle achetait à manger pour voir si elle vivait seule. C'était une cible facile. On le voit aussi parler à un couple de personnes âgées. Il les aide à prendre un chariot, qui les suit, tout sourire, et le couple lui sourit en retour. Ça montre à quel point il est à l'aise avec ces gens et sait s'y prendre avec eux. À quel point il arrive à les mettre en confiance avec son sourire. Je suis sûr que c'était sa tactique. Je n'ai pas croisé beaucoup d'individus comme lui dans ma vie. Beaucoup de gens commettent des crimes sous le coup de l'émotion, de la colère. Lui était très froid et posé. Je crois qu'il n'avait aucune considération pour ses victimes en tant que personne. La police de Plano a fait transférer Billy Shemirmir jusqu'à l'hôtel de police de Dallas pour y être interrogé. Bonjour, ça va? Bien, et vous? Bien, votre nom? Billy Shemirmir. Shemirmir? Ok, moi c'est Brian. Enchanté. Vous voulez de l'eau, un café? Peut-être de l'eau. De l'eau? Ok. Avant d'interroger quelqu'un, on essaie d'en apprendre un maximum en un minimum de temps. Vous venez d'où? Kenya. Kenya, d'accord. Il m'a dit qu'il avait un fils au Kenya qui faisait des études. Vous travaillez? Non, je travaille pas parce que mon permis est suspendu pour 2 ans. Il a dit qu'il avait commencé à vendre des bijoux qu'il achetait dans des vides-greniers, ce genre de choses. Il essayait d'acheter au meilleur prix pour ensuite revendre un peu plus cher. C'est comme ça que je fais. J'achète et je revends en ligne. Ok. Et c'est tout ce que vous faites? De la vente? Ouais, c'est mon gagne-pain.
Ok. Il a dit que les ventes se faisaient sur OfferUp ou Craigslist. Craigslist et OfferUp sont des sites de vente en ligne entre particuliers. Comme les prêteurs sur gage, c'est idéal pour écouler des objets volés. Vous achetez et vendez quoi? La plupart du temps, j'achète des bijoux. Il dit à la police que ses pseudos sont Zebra 44 et ZZ4. Je lui ai parlé de la boîte à bijoux qu'il avait jetée et il m'a dit qu'il l'avait trouvée en ligne. Et il l'avait achetée à un homme d'origine hispanique. Au bord de la route. Ouais. Il n'a pas donné son nom? Non. Ni son numéro? Non. C'est ce que je dis. Comment vous l'avez rencontré? Comment je l'ai rencontré? C'est à cause de ce genre de réponse qu'on savait qu'il racontait des bobards, qu'il mentait. Oublions ce monsieur hispanique. On sait qu'il n'existe pas, ok? On sait de sources sûres que vous êtes entré dans une maison à Dallas. Une maison à Dallas? Oui, une maison au nord de Dallas. Non. Votre téléphone le confirmera. La boîte, la grosse boîte à bijoux dont vous m'avez parlé, vous l'avez jetée à la benne. On sait d'où elle vient. Il n'avait pas l'air ému plus que ça de se retrouver là. Plus je lui parlais, plus il devenait arrogant. Vous voulez que je vous dise quoi? La vérité. C'est tout ce que je veux, la vérité. Je vous ai dit la vérité. Vous êtes conscient que vous allez aller en prison pour meurtre? Vous me l'avez dit, et moi je vous dis que je préfère mourir en prison pour un crime que j'ai pas commis, plutôt que d'avouer quelque chose que j'ai pas fait. Je vous dis la vérité sur les preuves qu'on a contre vous. Je suis pas allé dans cette maison. Je vous l'ai dit, c'est pas moi. Il a nié tout en bloc. Mais c'est faux. C'est la vérité. Il était très arrogant, sûr de s'en sortir. Un vrai psychopathe. Puisque Shemir Mir refuse de parler, la police espère que son téléphone sera plus bavard. On a réquisitionné son téléphone, on a regardé ses messages et on a vu qu'un numéro l'appelait souvent. Donc on a vérifié qui c'était. Lorsque l'inspecteur Tabor appelle ce numéro, il découvre l'un des aspects les plus sordides de cette affaire. J'ai fait ce numéro et j'ai demandé pourquoi ils avaient appelé plusieurs fois. Et une femme m'a répondu « J'essaie de contacter Billy, notre aide à domicile. » Je lui ai dit « Il ne viendra pas aujourd'hui. Il a été arrêté. » Mais elle ne tarissait pas d'éloges à son sujet. Elle l'adorait. Elle était ravie de ses services et de la façon dont il s'occupait de son mari. Il travaillait pour ces gens qui lui faisaient confiance et pensait le plus grand bien de lui et n'imaginait pas une seconde qu'il puisse faire ça. Mais lui se fiche bien d'eux. Tout ce qui l'intéresse, c'est combien il va revendre leur alliance avant de passer à autre chose. Et la plupart du temps, ça ne lui rapporte pas grand-chose. Il ne gagne pas des fortunes en entrant par effraction, en tuant quelqu'un et en lui volant ses bijoux. 200 $ par-ci, 1000 $ par-là. Mais ça ne lui suffit pas de les voler. Il faut aussi qu'il les tue. Je ne cautionne pas, mais c'est une chose d'entrer quelque part par effraction pour voler des bijoux, et c'en est une autre d'entrer chez les gens et de les tuer pour une bague en diamant. En arriver à cette extrémité prouve bien qu'il n'a aucune considération pour la vie humaine. Quand la police découvre que Billy Shemir Mir travaille comme aide à domicile, elle comprend que le nombre de victimes potentielles va devoir être revu à la hausse. Combien y a-t-il d'autres victimes? Il y en a déjà eu 4, rien qu'en l'espace de 2 semaines. Shemir Mir met à profit son emploi d'aide à domicile pour cibler et agresser des seniors, la population la plus vulnérable. On a ouvert une ligne directe et on a été submergé d'appels. Et la police, à Frisco et Richardson, enquêtait sur des affaires similaires. Et la perquisition chez Shemir Mir permet de dénicher d'autres indices. Nos collègues de Dallas nous ont envoyé les photos des bijoux qu'ils ont trouvés. Notamment une montre en tout point identique à celle déclarée volée par la fille d'Anne Conklin, Jennifer. L'inspecteur m'a dit « Est-ce que vous pouvez passer au poste? On a trouvé une montre. On a besoin que vous l'identifiez. » Jennifer a reconnu tout de suite la montre de sa mère.
J'étais dans un état second après ça. On avait fait une très belle cérémonie pour ma mère, et maintenant il fallait que j'appelle mes frères et sœurs pour leur dire « Au fait, vous devez savoir qu'elle a probablement été assassinée. » Pour voir s'ils peuvent retrouver des bijoux appartenant à d'autres victimes, les enquêteurs vérifient l'activité de chez Mirmir sur les sites de vente. Et ils y trouvent une preuve on ne peut plus accablante. Une annonce sur OfferUp pour une alliance en diamant identique à celle qui a été volée à Mary Bartel. C'était une photo prise avec le téléphone de chez Mirmir, et c'était visiblement son doigt qu'on voyait avec la bague. C'était très éprouvant de voir ça, très dur à encaisser. Et si la police avait besoin de preuves supplémentaires, l'annonce a été mise en ligne le jour où Mary Bartel a été agressée. Et de nombreux autres bijoux ont été mis en vente sur le site. Dites-moi combien d'autres bijoux de victimes je vais retrouver. Est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est 4? Est-ce que c'est 10? C'est impossible que vous soyez tombé sur ces bijoux par hasard. Chez Mirmir continue de nier. J'essaye de comprendre comment vous fonctionnez. Vous justifiez vos actes dans votre tête pour vous rassurer, sinon vous ne pourriez pas dormir la nuit. Je ne mens pas. Je dis vraiment, vraiment la vérité. Je suis pas un monstre. Mais au fil de l'enquête, la police se penche sur des dizaines d'autres décès et découvre un grand nombre de victimes qu'elle pense pouvoir attribuer à Billy chez Mirmir, notamment Mary Brooks, 87 ans, qui a été retrouvée morte en janvier 2018. Mary Brooks a été retrouvée à Richardson, au nord de Dallas. Et il y avait beaucoup de points communs entre cette affaire et celle de Madame Harris. Elle a aussi été suivie à Walmart par Billy chez Mirmir, et on lui avait volé des bijoux. Une fois toutes les preuves réunies, la police contacte les familles des victimes pour leur annoncer que leur proche a probablement été assassiné par Billy chez Mirmir. L'une des personnes contactées est Shannon Dion, dont la mère Doris est morte dans d'étranges circonstances 2 ans plus tôt. Je crois que c'était un mardi, le 16 juillet 2018. J'ai reçu un message vocal d'un inspecteur de la police de Plano qui me disait que le décès de ma mère faisait l'objet d'une enquête pour homicide. On a pris rendez-vous pour le lendemain. Maintenant, je sais qu'elle est morte dans la peur, sans personne pour lui tenir la main. Maintenant, tout est clair. J'ai enfin les pièces manquantes que j'ai cherchées pendant tout ce temps. Et aussi horrible qu'elles soient, au moins maintenant je sais. Entre 2016 et 2018, la police a pu relier Billy chez Mirmir à 22 meurtres. 18 dans des résidences seniors à Dallas et aux alentours, et 4 dans des maisons individuelles. Il va devoir répondre de 19 chefs d'accusation de meurtre dans 2 comtés. Mais avant le procès, la police et le procureur s'efforcent de bâtir un dossier solide. On voulait présenter au jury une vue d'ensemble des faits et gestes de chez Mirmir et des derniers instants de ses victimes. La bague de Mary Bartel aurait dû se trouver chez elle, au 5000 Old Shepherd. Mais on a une photo de lui avec la bague qu'il a prise chez lui, environ 1 heure après avoir commis l'agression. On s'est demandé qui devait passer en premier. Et finalement, on est tous tombés d'accord. La première affaire qui devait être jugée était celle de Lou Harris. Le 15 novembre 2021, chez Mirmir est jugé pour le meurtre de Lou T. Harris. Le comté de Dallas et l'État du Texas accusent Billy chez Mirmir d'avoir, de manière intentionnelle, causé la mort de Lou T. Harris. Évidemment, la preuve la plus accablante dans cette affaire, c'est le fait qu'il a été appréhendé en possession d'objets appartenant à Madame Harris. La boîte dans laquelle elle rangeait ses bijoux et autres objets de valeur, il venait de la jeter dans une benne. Et avant de mourir de cause naturelle en février 2020 à 92 ans, Mary Bartel a pu s'adresser au jury par le biais d'une déposition filmée avant sa mort. Je m'appelle Mary A. Bartel. J'ai tout de suite compris, quand j'ai vu ces gants en caoutchouc vert,
D'abord, que je n'aurais pas dû ouvrir la porte. Et ensuite, que j'étais en grand danger. Sa déposition a permis de redonner une voix à toutes ces femmes qui ont été victimes de Billy Shemirmir. Il est entré dans mon appartement et il a dit « Laissez-vous faire, mettez-vous sur le lit. » Avez-vous remarqué s'il avait un accent quand il parlait, quel qu'il soit? Non, je dois dire que non parce que... Non? D'accord. Vous vous êtes débattu? J'ai fait ce qu'il m'a dit parce que je savais que je n'aurais pas le dessus sur lui physiquement. Et bien sûr, dès que je me suis couchée sur le lit, il a plaqué un oreiller violemment sur mon visage et ma poitrine. Il s'appuyait de tout son poids et je n'arrivais plus à respirer. L'accusation présente également les images vidéo de Walmart. Monsieur Shemirmir et Luthy Harris sont tous les deux passés à la caisse vers 15h27 cet après-midi-là, en même temps. Elle est passée à une caisse et lui à une autre. Tous ces éléments l'accablent et prouvent sans l'ombre d'un doute que c'est bien lui qui a tué ces femmes. Pourtant, le jury met plusieurs jours pour délibérer. Et lorsqu'il ressort, c'est le coup de théâtre. On est sous le choc, totalement effondré. Le procès a été ajourné. Les jurés ont dit au juge qu'ils ne parvenaient pas à atteindre un verdict. Nous n'avons pas d'unanimité à 11 contre 1. Un juré a bloqué les délibérations pendant plusieurs jours? D'après ce qu'on sait, oui. Je ne sais pas comment ça a pu arriver. Pourquoi ce juré n'a pas été convaincu? On n'en revenait pas. Ça aurait dû être une formalité. Comment a-t-il pu s'en sortir? Après cet ajournement, on a essayé de comprendre s'il s'agissait juste d'un problème avec ce jury en particulier ou si on avait mal fait notre travail. Et donc, on a œuvré dans ce sens jusqu'au second procès. Au printemps 2022, 5 mois après le premier procès, le second procès pour le meurtre de Luthy Harris commence. Il lui a plaqué cet oreiller sur le visage. Et le 28 avril 2022, le jury met seulement 45 minutes pour parvenir à un verdict. Billy Shemirmir est reconnu coupable du meurtre de Luthy Harris. Il est condamné à la prison à perpétuité. Une fois que le jury revient et qu'on sait qu'il va finir sa vie derrière les barreaux, c'est un grand soulagement. J'avais fait une promesse aux familles et on a obtenu ce qu'on avait promis. Je savais bien sûr qu'un autre procès nous attendait. Donc, on s'est mis au travail dès le lendemain sur l'affaire Mary Brooks. À l'automne 2022, Billy Shemirmir est de nouveau au tribunal. Cette fois-ci, pour le meurtre de Mary Brooks. Comme pour Luthy Harris, l'accusation montre les images de Shemirmir qui suit Mary Brooks à Walmart, puis les photos des bijoux mis en vente. La délibération a été ultra rapide. Le jury a mis 27 minutes pour le déclarer coupable. Le jury déclare à l'unanimité l'accusé coupable de meurtre. C'est un immense soulagement pour nous de savoir que cet homme ne pourra plus jamais s'en prendre à une autre famille. Je voudrais pouvoir la serrer dans mes bras. J'aurais voulu être à ses côtés quand elle est morte. J'étais terrifiée à l'idée de vous voir. Et puis j'ai réalisé à quel point ma mère a dû être terrifiée quand vous avez frappé à sa porte. Dans mes cauchemars, je vois son visage quand elle comprend qu'elle n'aurait pas dû vous ouvrir la porte. Avant cela, je n'avais jamais vu un regard aussi vide. Jamais. Il n'y avait rien dans ses yeux. Il n'avait rien d'humain. Sachant que Shemirmir a déjà été condamné à perpétuité sans possibilité de remise de peine, le procureur John Creuzot abandonne les charges dans les 11 autres affaires de meurtre dans le comté de Dallas. Monsieur Billy Shemirmir finira ses jours en prison. C'était mon objectif, il était clair et nous l'avons atteint. Le parquet voulait clore ce chapitre et a estimé que ça permettrait aux familles de tourner la page. Mais les crimes de Shemirmir seraient sans doute restés impunis sans la ténacité de Mary Bartel.
Avant sa mort, la police de Plano lui a décerné le titre d'héroïne citoyenne. Je pense que ma mère a été héroïque et les gens l'ont bien vu. Elle a eu un rôle décisif. Elle était très faible à l'époque et a dû faire un effort surhumain, mais elle voulait faire son devoir. C'est la résidence Preston Place, où vivaient Mary Bartel et Anne Conklin. Chaque fois que je viens ici, je pense aux victimes à qui on a pu rendre justice. 7 d'entre elles vivaient ici, dans cette résidence. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait eu plus de 50, s'il sévissait depuis des années. Ça fait froid dans le dos. Combien d'autres victimes? On l'ignore, et je pense qu'on ne le saura jamais. Shemirmir a emporté le secret dans sa tombe. Le 19 septembre 2023, il a été poignardé par un codétenu dans une prison du comté d'Anderson. Je crois que c'était le 19 septembre. Et j'ai vu que j'avais reçu un texto du procureur m'annonçant que Billy avait été tué. À ce moment-là, j'ai été submergée par une vague d'émotions, à tel point que je me suis mise à pleurer. J'espère qu'il était terrifié. Ce ne serait que justice. Nos conversations me manquent. Ça me manque de ne plus l'avoir expliqué la vie à ces petites filles. On a passé des années à revivre la même chose. Ça m'a fait de la peine de faire votre connaissance et d'apprendre ce qu'il vous était arrivé. Et en même temps, c'était comme une espèce de cocon réconfortant. Oui. Ça m'aide de pouvoir vous parler. Oui. Shannon Dion a depuis réuni d'autres proches de victimes et des experts pour combattre les prédateurs comme Shemirmir. Sauvegarder la sécurité de nos seniors, ou SOSS, a été créé dans le but d'améliorer la sécurité dans les résidences pour personnes âgées et de sensibiliser sur la vulnérabilité des seniors. Est-ce qu'il y a une pierre qui garde une porte entrouverte? Est-ce que les gens portent un badge prouvant qu'ils travaillent bien là? Je veux tellement empêcher que ça arrive à quelqu'un d'autre. Si j'apprends que ce genre de chose est arrivé quelque part et que je n'ai pas pu l'empêcher, on l'a vécu et on ne le souhaite à personne. Je ne veux pas qu'une autre maman, une autre grand-mère vive un tel drame. Il y a des objets qui semblent porter en eux un mystère que personne ne leur a confié. Ils surgissent dans la paume comme une énigme tranquille, lourde d'une histoire que nous ne connaissons pas encore, et pourtant capable de déplacer doucement les lignes de notre vie. Cette histoire commence avec une clé. Pas une clé brillante et neuve, mais une clé qui avait déjà connu des serrures, des poches, des mains anonymes. Elle gisait sur le trottoir d'une petite rue pavée, une rue presque effacée des cartes, bordée de vieux platanes qui faisaient de l'ombre aux passants. Ce jour-là, la lumière de la fin d'après-midi glissait sur les pavés encore tièdes. Un homme marchait lentement, absorbé par ses pensées. Il s'appelait Julien. 40 ans à peine, les traits un peu fatigués mais doux, le regard porté vers les vitrines comme si chaque reflet pouvait lui parler. Sa vie n'avait rien d'extraordinaire. Du moins en apparence. Un petit appartement au 4e étage sans ascenseur, un travail administratif qui ne soulevait ni passion ni débat, et quelques habitudes qui donnaient une texture rassurante à ses journées. Le café au même comptoir chaque matin, le bonjour discret à la boulangère, la marche du soir pour éviter le silence trop lourd de son logement. C'est au milieu de cette marche qu'il vit la clé. Posée presque avec soin, comme si une main l'avait abandonnée là par choix, et non par hasard. Julien s'arrêta. Il hésita un instant, regarda autour de lui, personne ne semblait l'avoir perdue. Il se pencha, la ramassa. Elle n'avait rien d'exceptionnel. Une clé de taille moyenne, légèrement usée, le métal un peu terni, sans porte-clés, sans étiquette, une clé nue, dépouillée de toute indication,
Pourtant, au moment où elle toucha sa paume, il ressentit une étrange sensation. Comme si cet objet inerte venait de l'interpeller, de se présenter à lui avec une sorte de dignité muette. Il la tourna entre ses doigts, observa la denture, les marques d'usage. Elle n'ouvrait aucune serrure qu'il connaissait. Et pourtant, l'idée de la reposer lui sembla insupportable, comme si laisser cette clé-là, seule sur les pavés, c'était abandonner une histoire qui cherchait un témoin. Alors il la glissa dans sa poche et reprit sa marche, le cœur étonnamment agité. La soirée continua dans son rythme habituel. Une soupe chaude, un livre ouvert sans vraiment être lu, la lampe de chevet diffusant une lumière jaune un peu trop faible. Mais la présence de la clé dans sa poche modifiait tout. Julien la sentait comme un poids invisible, une curiosité constante. Quand il finit par la poser sur sa table de nuit, il la regarda longtemps avant de s'endormir, comme si elle respirait doucement dans l'ombre. Les jours suivants, la clé devint une compagne discrète. Julien la portait toujours avec lui. Dans le métro, il la caressait parfois du bout des doigts, comme pour se rassurer de son existence. Au bureau, il la posait à côté de son ordinateur, sans vraiment savoir pourquoi. Les collègues y jetaient à peine un regard, pensant qu'il s'agissait de l'une de ses propres clés. Mais pour lui, elle était autre chose, un signe, une énigme qui n'appelait pas de solution immédiate, mais qui ouvrait déjà une brèche dans le quotidien. Un soir, en rentrant plus tard que d'habitude, il fit un détour par un vieux quartier qu'il fréquentait rarement. Les façades y étaient plus anciennes, les portes massives, parfois ornées de heurtoirs en forme de lion. Julien ralentit, observa. L'idée lui vint d'essayer la clé. Ce n'était pas une démarche rationnelle, aucune chance qu'un hasard si grandiose existe. Mais il la sortit quand même de sa poche, approcha la clé d'une serrure sombre et usée. La clé n'entra pas. Sur la deuxième porte, non plus. Sur la troisième, elle resta dehors, rejetée par le métal. Pourtant, chaque tentative remplissait Julien d'une émotion étrange, entre excitation et mélancolie. Comme si chaque refus lui rappelait que cette clé n'était peut-être pas faite pour ouvrir une porte matérielle, mais autre chose, de plus intime. Dans les semaines qui suivirent, cette clé devint un fil conducteur. Julien s'était mis à marcher davantage, à explorer des ruelles oubliées, des impasses qu'il n'avait jamais remarquées. Sa vie, autrefois réglée, s'emplissait de détours imprévus. Il croisait des visages, entendait des fragments de conversation, voyait des gestes qui, sans la clé, seraient en passé inaperçus. La clé, muette dans sa poche, lui ouvrait paradoxalement le regard. Un soir de pluie, alors que le vent chassait les passants, Julien entra dans un petit café qu'il ne connaissait pas. L'endroit sentait le bois humide et le café moulu. Il s'installa au fond, près d'une étagère couverte de livres usés. En cherchant un roman au hasard, il laissa tomber la clé par mégarde. Elle roula doucement jusqu'au pied d'une femme assise à la table voisine. La femme la ramassa. Elle devait avoir une trentaine d'années, les cheveux attachés à la va-vite. Un manteau, encore mouillé par la pluie. Elle examina la clé, leva les yeux vers Julien. « C'est à vous ?» demanda-t-elle. Sa voix n'était pas intrusive, mais teintée d'une curiosité douce. Julien acquiesça, un peu troublé. Il la remercia, reprit la clé. Elle sourit, puis retourna à son thé. Mais le lien était créé. La clé, encore une fois, avait provoqué une rencontre. Julien hésita, puis se lança dans une conversation. Leurs mots se firent hésitants, comme deux étrangers qui cherchent un terrain commun. Elle s'appelait Claire. Graphiste indépendante, elle venait souvent dans ce café pour travailler loin de son appartement trop silencieux. La clé l'intriguait. Quand Julien lui expliqua qu'il l'avait trouvée et qu'elle n'ouvrait aucune de ses serrures, elle rit doucement. « Alors c'est une clé sans serrure » dit-elle, presque comme une évidence. Ce nom resta suspendu entre eux, comme une petite vérité qu'ils venaient de partager. Julien ne savait pas encore que cette rencontre allait transformer sa perception du monde. Mais ce soir-là, en rentrant chez lui, il sentit que la clé venait de franchir une étape. Elle n'était plus seulement un objet. Elle devenait un pont. Il continua à voir clair. Pas chaque jour, mais assez souvent pour que la routine perde sa rigidité. Il parlait de tout et de rien. De leurs lectures, de leurs souvenirs d'enfance, des rêves qu'ils ne disaient pas à d'autres. La clé était souvent posée sur la table entre eux, comme un témoin muet. Parfois, Claire la prenait dans ses mains, la tournait,
comme si elle essayait d'imaginer la serrure qui lui correspondrait. « Tu sais, dit-elle un soir, peut-être que cette clé n'a pas besoin de serrure. Peut-être qu'elle est juste là pour rappeler qu'on n'a pas toujours besoin d'ouvrir des portes physiques, qu'on peut ouvrir autre chose, à l'intérieur. » Julien resta silencieux, touché par ces mots. Il comprit que ce petit objet insignifiant avait commencé à lui révéler une vérité plus profonde, que parfois, ce que nous trouvons dans la rue n'est pas une perte matérielle, mais un appel à regarder autrement. Ainsi, la clé s'inscrivait dans sa vie comme un symbole. Et derrière chaque journée banale, chaque geste répétitif commençait à se dessiner une lumière nouvelle, faite de liens invisibles et de douceur partagée. Les jours d'hiver s'étaient installés avec leur lenteur grise, et pourtant Julien ne voyait plus le temps comme avant. Ses pas dans les rues semblaient suivre une autre cadence, moins mécanique, presque habitée par une attente invisible. La clé était toujours là, posée sur sa table de chevet la nuit, dans sa poche le jour, parfois dans la main de Claire, lorsqu'ils se retrouvaient au café. Elle n'avait toujours pas trouvé de serrure, et peut-être n'en trouverait-elle jamais, mais son rôle grandissait d'une manière subtile. Elle les rassemblait, elle donnait un prétexte à des conversations qu'aucun d'eux n'aurait osé amorcer sans ce petit objet silencieux. Une fois, Claire lui proposa de marcher avec elle dans un quartier où elle aimait flâner. C'était un dimanche, le ciel portait une lumière froide mais claire, et l'air sentait la pierre humide. Ils déambulèrent parmi des rues étroites, bordées de façades anciennes aux volets délavés. Claire marchait d'un pas léger, parfois en avance, parfois en retrait, comme si elle voulait laisser à Julien l'espace de s'approprier ce lieu qu'elle connaissait déjà. Devant une porte particulièrement massive, usée par le temps et ornée de clous rouillés, elle s'arrêta. « Et ça y est ici », dit-elle avec un sourire. « Peut-être que c'est celle-là. » Julien sortit la clé, la présenta à la serrure. Comme il s'y attendait, elle refusa d'entrer. Mais au lieu d'un sentiment de déception, il éprouva une étrange gratitude. Ce simple geste d'essayer ensemble, de partager l'échec sans tristesse, était déjà une victoire. Ils riaient doucement, comme deux enfants jouant à deviner le secret d'une énigme insoluble. Ils continuèrent leur marche, et cette fois Claire lui parla de son enfance, d'une maison au bord d'un champ, d'un père qui travaillait trop, et d'une mère qui laissait toujours une lumière allumée dans la cuisine pour que le retour ne soit jamais sombre. Ces mots étaient simples, mais Julien les accueillait comme un trésor, car derrière chaque souvenir se cachait une part de tendresse, même dans les manques, même dans les absences. Il remarqua alors que Claire avait un don particulier, celui de poser ses phrases comme on pose des fleurs sur une table, sans fioriture, mais avec un soin invisible. Elle transformait la banalité en confidence. Et lui, qui d'ordinaire parlait peu, se surprit à lui raconter aussi des fragments de sa vie. Ses promenades d'adolescent dans une banlieue sans charme, son premier vélo qui grinçait, la solitude de ses soirées d'étudiant. Jamais il n'avait livré cela à quelqu'un avec une telle fluidité. Le soir tombait quand ils rentrèrent chacun de leur côté. Julien, en montant les escaliers de son immeuble, sentit quelque chose d'étrange. La clé pesait moins lourd dans sa poche, comme si partager son mystère l'avait allégé. Il s'assit dans son appartement silencieux et, pour la première fois depuis longtemps, ne se sentit pas oppressé par ce silence. Il avait désormais des échos dans son cœur, des voix qui adoucissaient la solitude. Dans les semaines qui suivirent, leurs rencontres devinrent régulières. Pas par obligation, mais par une sorte d'élan naturel. Ils n'avaient pas besoin de grands projets, parfois une marche, parfois un café, parfois un simple appel. Et chaque fois, la clé revenait dans la conversation comme un rituel. Elle était le symbole d'une recherche qu'ils menaient ensemble, sans hâte et sans objectif clair. Un soir, assis dans le café familier, Claire prit la clé entre ses doigts et la contempla longuement. « Tu sais ce que je me dis ?» fit-elle doucement. « Cette clé, c'est peut-être celle d'une maison qui n'existe plus. Une maison disparue, détruite ou vendue, et la clé reste comme un témoin muet. Mais si elle est encore là, c'est peut-être pour qu'on invente une nouvelle maison à partir d'elle. Pas une maison de briques, mais une maison intérieure. » Julien sentit son cœur se serrer. Les mots de Claire résonnaient en lui d'une façon qu'il n'aurait pas su expliquer. Une maison intérieure.
Lui qui avait toujours cherché des murs solides pour se protéger, comprenait soudain qu'on pouvait bâtir autre chose, un lieu invisible, fait de confiance, de paroles partagées, de regards sincères. À partir de ce jour, Julien se mit à écrire. Pas un roman, pas même un journal intime, mais quelques phrases chaque soir. Il écrivait ce qu'il ressentait en tenant la clé, les images qui lui venaient, les visages rencontrés, les impressions fugitives. Ses mots étaient hésitants, parfois maladroits, mais ils étaient vrais. Et lorsqu'il montra quelques lignes à Claire, elle les lut avec une attention profonde, comme si chaque mot méritait d'être caressé. « C'est beau », dit-elle simplement, « pas parce que c'est parfait, mais parce que c'est toi. » Cette phrase suffit à donner à Julien l'envie de continuer. Il découvrit que la clé, loin d'ouvrir une serrure matérielle, ouvrait des espaces intérieurs qu'il n'avait jamais explorés. Une nuit pourtant, il fit un rêve troublant. Il se trouvait devant une immense porte de bois sombre. La clé dans sa main brillait d'une lumière douce. Mais lorsqu'il essaya de l'introduire, la porte s'effaça soudain, comme si elle n'avait jamais existé. Julien resta seul, la clé suspendue dans le vide. Il se réveilla avec une impression de perte, mais aussi avec une certitude. La clé ne devait pas servir à ouvrir quelque chose d'extérieur. Elle devait le guider ailleurs, vers une dimension moins tangible, mais plus essentielle. Le lendemain, il raconta son rêve à Claire. Elle l'écouta attentivement, puis posa sa main sur la sienne. « Peut-être que la porte, c'est toi, » dit-elle doucement. « Et si elle s'efface, c'est que tu n'as plus besoin de barrière. » Ces mots, encore une fois, résonnèrent comme une révélation. Julien comprit que la clé, en vérité, lui apprenait à se dépouiller, à ne plus chercher de porte, à verrouiller ou à forcer. Elle lui apprenait à accueillir, à laisser entrer. Ce fut à cette période qu'il commença à remarquer davantage les petits gestes autour de lui. Dans le métro, une vieille femme qui offrait son siège à un enfant. Dans la rue, un homme qui replaçait soigneusement une écharpe tombée du sac d'une passante. À l'épicerie, le sourire fatigué mais sincère de la caissière. Des gestes infimes, mais qui formaient une trame invisible reliant les êtres. Julien les observait comme s'ils étaient des miracles quotidiens, des éclats de bonté qui rendaient le monde habitable. Et chaque soir, en rentrant, il posait la clé sur la table et murmurait presque inconsciemment « Merci ». Merci à cet objet muet de lui rappeler que l'humanité se tissait de ces instants fragiles. Un soir de février, alors que la neige commençait à tomber en silence sur les toits, Claire l'invita chez elle. Ce fut une étape nouvelle, franchir le seuil d'un espace intime. L'appartement était modeste, décoré de dessins, de plantes vertes, de petites lampes aux abats jours colorés, rien de luxueux mais une atmosphère chaleureuse, presque protectrice. Julien posa la clé sur la table basse, comme il le faisait toujours. Claire sourit en la voyant. « Tu sais, dit-elle, j'ai l'impression qu'elle fait déjà partie de nous, comme un membre discret de notre histoire. » Ils partagèrent un repas simple, des rires, un silence confortable. Et dans ce silence, Julien comprit que la clé avait accompli quelque chose d'invisible. Elle avait ouvert une porte qui n'existait pas sur un plan matériel, mais qui battait dans leur cœur. Les jours rallongeaient peu à peu, et dans la lumière hésitante de mars, un parfum de renouveau s'installait. Julien marchait plus souvent qu'avant, sans véritable destination, simplement porté par l'élan tranquille de ses pensées. Chaque pas semblait désormais résonner différemment, comme si le pavé lui-même avait une texture nouvelle, moins dure, plus accueillante. La clé, toujours dans sa poche, ne tintait pas seulement contre la doublure. Elle vibrait en lui comme un rappel constant qu'il n'était plus seul dans ses errances silencieuses. Un après-midi, Claire lui proposa d'aller dans un petit marché aux puces installé au bord de la rivière. L'endroit fourmillait de bruits et de couleurs, des étals débordant de vieux livres, des jouets en bois usé, des vinyles rayés, des bibelots qui semblaient porter sur eux la poussière des décennies. Julien suivait Claire, observant son regard émerveillé chaque fois qu'elle découvrait un objet étrange. Elle touchait les choses comme on touche une mémoire oubliée, avec respect et curiosité. Au détour d'une allée, ils s'arrêtèrent devant une boîte pleine de vieilles clés rouillées. Il y en avait des dizaines, certaines énormes et lourdes, d'autres minuscules comme des bijoux. Claire plongea sa main dans le tas, ses doigts jouant avec le métal froid. « Regarde, dit-elle en sortant une clé en fer tordu.
Elle ressemble presque à la tienne. » Julien sourit, sortit de la sienne pour comparer. Elle n'avait rien de semblable, sinon le fait d'être orpheline de serrure. Mais ce moment, ce simple geste de les mettre côte à côte, les emplit d'une émotion douce. « Tu vois ?» ajouta Claire, « il y a plein de clés qui n'ont plus de porte, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont inutiles. Elles portent encore une trace de ceux qui les ont tenues. » Julien hocha la tête. Il pensa à toutes ces mains disparues, à toutes ces vies effacées mais présentes à travers un objet si simple. Il se dit que peut-être, un jour, sa propre clé reposerait dans une boîte semblable, attendant une autre rencontre, un autre récit. Et cette idée ne lui fit pas peur. Elle lui parut au contraire belle, comme un passage de témoin entre anonymes. Le soir, en rentrant, il posa la clé sur sa table comme toujours. Mais cette fois, il la regarda longuement, presque avec tendresse. Elle n'était plus seulement un mystère à résoudre, elle était devenue une compagne, un symbole de continuité au-delà du temps. Un matin de printemps, Julien reçut un appel de Claire. Sa voix était plus fragile que d'habitude. Elle lui expliqua que son père était hospitalisé après un malaise. Julien l'écouta en silence, son cœur se serrant à l'idée de la voir souffrir. Il proposa aussitôt de l'accompagner. À l'hôpital, les couloirs sentaient le désinfectant et résonnaient de pas pressés. Claire marchait vite, mais ses épaules semblaient ployées sous un poids invisible. Julien resta près d'elle, discret mais présent. Quand ils entrèrent dans la chambre, un vieil homme reposait là, relié à des machines, respirant avec effort. Claire s'approcha, prit sa main, murmura des mots que Julien n'entendit pas. Il resta en retrait, la clé serrée dans sa poche. Pour la première fois, il comprit que cet objet pouvait aussi être une ancre, un point fixe au milieu du tumulte. Alors, sans réfléchir, il sortit la clé et la posa doucement sur la table de chevet, près du verre d'eau. Claire tourna les yeux vers lui et dans son regard passa une gratitude silencieuse. Comme si cette clé, inconnue et inutile en apparence, apportait tout de même une présence rassurante. Les jours suivants furent difficiles. Julien venait souvent retrouver Claire à l'hôpital, parfois il restait des heures sans parler, seulement assis côte à côte, regardant le vieil homme dormir. Et chaque fois, la clé était là, posée sur la table, témoin discret de cette épreuve. Elle n'ouvrait rien, mais elle reliait, comme toujours. Un soir, alors qu'il quittait l'hôpital, Claire s'arrêta sur le trottoir. Ses yeux brillaient de fatigue et de larmes contenues. « Tu sais, » dit-elle d'une voix basse, « cette clé, elle m'aide. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je la vois, j'ai l'impression qu'il y a encore une porte qui peut s'ouvrir, quelque part, même si je ne sais pas où. » Julien ne répondit pas. Il posa simplement sa main sur la sienne. Dans le silence de la rue, ce geste valait toutes les phrases. Le printemps avança, et l'état du père de Claire s'améliora lentement. Les visites se firent plus courtes, moins angoissées. Un jour, alors qu'ils sortaient ensemble de l'hôpital, Claire proposa d'aller marcher au bord de la rivière. Le soleil couchant jetait une lumière dorée sur l'eau, et l'air tiède portait l'odeur des fleurs naissantes. Ils s'assirent sur un banc, la clé entre eux comme toujours. Claire la prit, la tourna dans sa main. « Tu sais ce que je crois ?» dit-elle. « Cette clé n'est pas faite pour une serrure, elle est faite pour les moments, comme si elle nous disait « Restez attentifs, ouvrez les instants, pas les portes. » Julien sourit doucement. Il pensa à toutes ces fois où la clé avait effectivement ouvert des instants. Leur première rencontre, les confidences au café, la force silencieuse à l'hôpital. Oui, c'était ça, une clé des instants. Il ferma les yeux, laissa le vent caresser son visage, et dans ce souffle tiède, il sentit une paix nouvelle, comme si l'univers, malgré ses douleurs et ses mystères, gardait toujours des clés pour adoucir le chemin. La clé resta posée entre eux sur le banc, minuscule objet de métal mais immense symbole d'humanité. Le temps suivait son cours, et dans le rythme paisible du printemps devenu été, Julien et Claire avaient trouvé une cadence discrète à leur relation. Ce n'était pas une passion brûlante, ni une aventure tapageuse. C'était une suite de gestes simples, de silences habités, de regards qui se posaient sans se presser. Et toujours, la clé. Elle accompagnait chacun de leurs instants comme un talisman muet, déposé sur la table du café, dans la poche de Julien, ou dans la paume de Claire, lorsqu'elle avait besoin de sentir une solidité face à ses doutes. Un soir de juin, ils décidèrent de quitter la ville pour une journée.
Le train les emmena vers une petite bourgade au bord de la mer. Le wagon vibrait doucement et à travers les vitres, le paysage changeait lentement. Les immeubles cédaient la place aux collines, puis aux champs ouverts, au village de pierre claire. Julien regardait défiler les toits rouges, le cœur apaisé par ce mouvement régulier. Claire s'était assoupie, sa tête posée contre la vitre, et la clé reposait dans sa main entr'ouverte. Le métal luisait sous la lumière changeante, comme s'il captait l'âme de ce voyage. À l'arrivée, l'air salé leur sauta au visage. La mer s'étendait devant eux, immense et tranquille, ses vagues venant mourir sur le sable encore tiède. Ils marchèrent longtemps, pieds nus, laissant les empreintes que l'écume effaçait aussitôt. Claire riait parfois, lançant des coquillages dans l'eau, tandis que Julien observait ce rire comme on observe un miracle. La clé tintait discrètement dans la poche de son short, présence invisible mais rassurante. Ils s'assirent sur un rocher face à l'horizon. Claire sortit la clé, la posa entre eux. « Regarde, dit-elle, elle brillait presque comme un morceau de soleil tombé dans nos mains. » Julien la contempla. Oui, elle brillait, non pas parce qu'elle était précieuse, mais parce qu'elle portait en elle le reflet de tous les moments déjà vécus. Chaque fois qu'il la sortait, elle semblait s'imprégner d'un souvenir de plus. Ils restèrent là longtemps, sans parler, bercés par le ressac. Et Julien comprit qu'il n'avait pas besoin de mots, que le silence avec elle suffisait. La clé, posée sur la pierre, devenait le centre de ce silence, comme une petite flamme qu'ils protégeaient ensemble. De retour en ville, les jours reprirent leur rythme, mais Julien sentait qu'un fil s'était tissé plus solidement encore entre eux. La clé n'était plus seulement une énigme, elle était un témoin de leur histoire. Et il se surprit à la craindre un peu, craindre qu'elle se perde, qu'elle s'abîme, qu'elle disparaisse. Comme si, avec elle, il risquait de perdre aussi la trame invisible qui le reliait à Claire. Un soir d'orage, cette peur prit corps. Alors qu'ils sortaient d'un cinéma, la pluie battait violemment, le vent emportait presque leurs pas. Ils coururent, riant malgré tout, cherchant un abri. Dans la précipitation, Julien sentit sa poche se vider. Quand ils arrivèrent sous une marquise, il palpa instinctivement son vêtement. La clé n'était plus là. Un froid immédiat le traversa. Ses yeux s'écarquillèrent, il fouilla encore et encore, mais la poche était vide. Claire le vit et comprit aussitôt. Sans un mot, elle se remit à courir dans la pluie, retournant sur leurs pas. Julien la suivit, le cœur battant. L'eau leur collait aux vêtements, la rue brillait de flaques qui reflétaient les lampadaires. Ils cherchaient à tâtons, leurs regards balayant le sol inondé. Enfin, ce fut Claire qui la trouva. La clé gisait au milieu de la chaussée, près d'une grille d'égout à 2 doigts d'être engloutie. Elle la ramassa d'un geste vif, la serra fort dans sa main, puis elle la tendit à Julien, trempée mais intacte. Le soulagement fut immense. Julien sentit une vague de gratitude l'envahir au point qu'il en eut les larmes aux yeux. Ils restèrent là, sous la pluie, immobiles, la clé entre leurs mains jointes. Ce n'était pas seulement un objet retrouvé, c'était comme si on leur avait rendu un morceau de leur lien, une preuve tangible que certaines choses, même fragiles, choisissaient de rester. Cette nuit-là, Julien posa la clé sur la table de chevet comme toujours, mais il la contempla longtemps avant d'éteindre la lampe. Il se dit que perdre la clé aurait été comme perdre une partie de lui-même, de ce qu'il construisait doucement avec Claire. Et il comprit aussi qu'il n'avait pas seulement peur de perdre un objet. Il avait peur de perdre l'élan qu'elle avait fait naître en lui, cette capacité nouvelle à voir la beauté dans les gestes les plus infimes. Les semaines passèrent. L'été avançait, lourd parfois, éclatant d'autres fois. Les soirées se faisaient plus longues, et souvent ils les passaient ensemble, à marcher, à cuisiner, à partager de petites choses qui devenaient des rituels. Claire peignait parfois en silence, pendant que Julien écrivait quelques lignes. La clé était posée là, sur la table, comme un troisième compagnon qui assistait à leur vie. Un soir d'août, Claire invita Julien à une fête de quartier. Les habitants avaient décoré la place de guirlandes lumineuses, de lanternes colorées. Les enfants couraient partout, les musiciens faisaient danser leurs notes dans l'air chaud. Julien n'aimait pas les foules, mais cette fois, il se sentit porté par la joie simple de la communauté. Il observa Claire danser avec des voisins, son sourire illuminant la nuit, et il comprit encore mieux ce qu'elle avait voulu dire. La clé n'ouvrait pas une porte matérielle, elle ouvrait des instants,
des liens, des espaces d'humanité. Plus tard dans la soirée, une vieille dame du quartier remarqua la clé que Julien tenait distraitement. « Quelle belle clé, dit-elle, elle a l'air ancienne. Vous savez, certaines clés n'ouvrent plus de portes, mais elles gardent toujours une mémoire. On dit qu'elles portent chance à ceux qui les trouvent. » Julien sourit doucement. Ce qu'elle disait, il le savait déjà au fond de lui. Cette clé portait chance, oui, mais pas comme un gris-gris. Elle portait chance parce qu'elle lui avait appris à regarder autrement, à accueillir l'imprévu, à se laisser toucher. Cette nuit-là, en rentrant, Julien posa la clé près de son carnet. Il écrivit longtemps, jusqu'à sentir ses mots devenir presque des murmures. Il écrivit sur la pluie, sur la peur de perdre, sur le miracle de retrouver. Il écrivit sur les guirlandes lumineuses et sur le rire de Claire. Et il termina par une phrase simple. « Cette clé n'a pas de serrure, mais elle a ouvert ma vie. » Il referma le carnet, souffla sur la lampe. Et dans l'obscurité douce, la clé semblait encore briller comme un cœur discret qui battait au rythme de leur humanité partagée. L'automne s'installa doucement, comme une main posée sur l'épaule. Les feuilles prenaient des couleurs ardentes, le vent avait cette fraîcheur qui invite au repli, et les jours raccourcissaient avec une lenteur qu'on sentait jusque dans les corps. Pour Julien, chaque saison avait désormais une intensité nouvelle, comme si la clé, toujours là, lui avait appris à observer plus finement. Les nuances des arbres, le bruit de la pluie sur les vitres, le parfum du pain chaud dans la rue. Tout avait pris une densité qu'il n'avait jamais vraiment goûtée auparavant. Claire aussi vivait ces changements avec une sensibilité accrue. Parfois, elle invitait Julien à marcher sous les arbres du parc, ramassant des feuilles qu'elle glissait dans un carnet. Elle disait que chaque feuille était une lettre du grand livre de la nature et que les garder, c'était comme écrire un poème sans mots. Julien l'écoutait, fasciné par cette manière qu'elle avait de donner une âme aux choses. Un soir de septembre, ils étaient assis dans le petit café où tout avait commencé. La clé reposait, comme toujours, entre leurs tasses. Claire la prit dans sa main, resta silencieuse un long moment, puis, presque à voix basse, elle dit « Tu sais, parfois j'ai peur qu'elle nous échappe, comme si elle portait un secret trop fragile qu'on pourrait perdre si on ne faisait pas attention. » Julien la regarda et dans ses yeux, il lut un mélange de tendresse et d'angoisse. Alors il posa sa main sur la sienne, recouvrant la clé. « On ne la perdra pas, dit-il doucement, parce qu'elle est déjà en nous. » Ces mots apaisèrent Claire. Elle sourit, et le silence qui suivit fut léger comme une caresse. Les semaines passèrent, et un jour, Claire invita Julien à rencontrer sa mère. L'idée l'intimida d'abord, mais il accepta. Ils prirent le train jusqu'à une petite maison, entourée d'un jardin aux herbes folles. La mère de Claire les accueillit avec une chaleur simple, le visage marqué mais lumineux. Sur la table, elle avait disposé un repas fait de plats traditionnels que Claire lui avait décrits 1000 fois. Pendant le repas, la conversation se déroula naturellement. On parla d'enfance, de souvenirs, de recettes. À un moment, la mère de Claire remarqua la clé posée à côté de l'assiette de Julien. « C'est drôle, dit-elle. Mon père en avait une qui lui ressemblait. Il disait toujours qu'une clé ne perd jamais son rôle, même si on ne trouve plus la serrure. » Julien et Claire échangèrent un regard, comme si cette phrase, sortie de la bouche d'une génération précédente, venait confirmer ce qu'ils pressentaient depuis longtemps. La clé n'était pas seulement un objet, mais une mémoire qui se prolongeait, une sagesse qui traversait le temps. En rentrant, dans le train bercé par le roulis, Claire posa sa tête sur l'épaule de Julien. La clé reposait entre eux sur la banquette. Elle semblait vibrer avec le mouvement comme un battement de cœur régulier. Julien ferma les yeux et un sentiment profond de gratitude l'envahit. Il n'avait pas connu beaucoup de certitudes dans sa vie, mais celle-ci s'imposait doucement. Cette clé les avait réunis, et plus encore, elle leur avait appris à regarder ce qui reliait les êtres au-delà des portes visibles. L'automne avança, avec ses journées plus courtes, ses matins froids. Un soir, Claire arriva chez Julien avec une surprise. Elle tenait une petite boîte en bois qu'elle posa sur la table. « C'est pour ta clé, dit-elle. » La boîte était simple, mais finement ouvragée, avec un couvercle qui glissait en douceur. Julien y déposa la clé avec un respect presque solennel. Elle n'était plus jetée au hasard. Sur une table de chevet, elle avait désormais un écrin comme une relique fragile qu'on protège.
Tu vois, dit Claire, même si elle n'ouvre rien, elle mérite un refuge. Julien la regarda, ému. Il comprit que ce geste allait au-delà de l'objet. C'était une manière de dire que ce qu'il partageait avait une place, une valeur, une continuité. Les jours suivants, Julien se surprit à ouvrir la boîte chaque matin, comme on ouvre une fenêtre. La clé reposait là, immobile, mais il avait l'impression qu'elle lui soufflait chaque jour une invitation à la douceur, à l'attention. Un soir de pluie, alors que le vent frappait les vitres, Claire et Julien restèrent longtemps, assis en silence, la boîte ouverte entre eux. La clé brillait sous la lumière de la lampe. Tu sais ce que je ressens » dit Claire d'une voix douce. Que cette clé, c'est comme un fil, elle relie des choses qu'on ne voit pas, comme un fil invisible qui passe entre les cœurs, entre les générations, entre nous. Julien l'écouta, profondément touché. Il pensa à son enfance solitaire, à toutes ces années où il croyait que rien ne le reliait vraiment aux autres. Et maintenant, grâce à une clé trouvée sur un trottoir, il découvrait que l'humanité n'était faite que de fils invisibles, qu'il suffisait d'apprendre à les voir. Ils restèrent là longtemps, écoutant la pluie, la clé posée comme un centre lumineux dans l'obscurité. Et Julien comprit que la clé n'avait pas besoin de trouver une serrure, parce qu'elle avait déjà ouvert ce qu'il y avait de plus précieux. La capacité de sentir, de partager, d'aimer. L'hiver s'installa comme une couverture lourde, enveloppant la ville de son froid, silencieux. Les vitres se couvraient de buée, les pas crissaient sur les trottoirs givrés, et les mains cherchaient instinctivement des poches profondes pour se réchauffer. Pour Julien et Claire, cette saison fut différente des précédentes. Moins de promenades, moins de fêtes, mais davantage de soirées tranquilles, passées dans la lumière tamisée d'une lampe, à partager des repas simples et des silences habités. La clé, désormais gardée dans sa petite boîte de bois, avait pris une nouvelle place dans leur rituel. Chaque soir, ils l'ouvraient ensemble, comme on ouvre un livre sacré. Parfois, ils ne faisaient que la contempler. Parfois, ils la prenaient dans leurs mains, la passant de l'un à l'autre, comme un fil invisible de chaleur. Elle devenait une flamme discrète dans la grisaille des jours froids. Un soir de décembre, alors que la neige tombait en silence derrière les vitres, Claire arriva chez Julien avec le visage marqué par une fatigue inhabituelle. Elle s'assit sans un mot, et Julien comprit aussitôt que quelque chose pesait lourdement. « Les nouvelles de mon père ne sont pas bonnes, » murmura-t-elle. « Les médecins disent que son cœur est fragile, qu'il faudra s'attendre à d'autres épreuves. » Sa voix tremblait. Julien prit sa main, resta silencieux, mais son regard disait tout. Puis il alla chercher la boîte, l'ouvrit, posa la clé dans la paume de Claire. « Elle est là, » dit-il doucement. « Elle sera toujours là. » Claire serra la clé fort contre sa poitrine, comme si ce petit morceau de métal pouvait lui donner la force de continuer. Des larmes coulèrent lentement sur ses joues, mais elle n'avait rien de désespéré. Elle semblait plutôt libérer un trop-plein de peur et de tendresse mêlée. Dans les semaines qui suivirent, Julien accompagna souvent Claire à l'hôpital. Les salles blanches, les couloirs au néon froid, les odeurs de désinfectants devinrent familiers, mais chaque fois, il glissait la clé dans la poche de son manteau et elle devenait son talisman. Quand l'inquiétude serrait trop fort, il la serrait dans sa main et parfois, Claire faisait de même. Ce simple geste suffisait à leur rappeler qu'ils n'étaient pas seuls face à l'épreuve. Un jour, en sortant de l'hôpital, ils croisèrent une vieille dame assise sur un banc. Ses mains tremblaient en essayant d'ouvrir son sac. Julien s'approcha, l'aida à boutonner le fermoir récalcitrant. Elle le remercia avec un sourire fatigué. Dans ce sourire, il y avait une reconnaissance qui dépassait l'instant. Julien pensa alors que peut-être la clé lui avait ouvert quelque chose d'encore plus vaste. La capacité de tendre la main spontanément, de voir la détresse là où d'autres ne voyaient qu'une silhouette anonyme. La vie continua, faite de petites victoires et de chutes. Le père de Claire eut des jours meilleurs, d'autres plus sombres, mais dans ce va-et-vient, Julien et Claire renforçaient leurs liens. Un soir, assis dans le salon, alors que la neige couvrait le monde d'un manteau immaculé, Claire prit la clé, la fit tourner doucement dans la lumière. « Tu sais, » dit-elle, « je crois qu'elle est devenue notre prière. Pas une prière religieuse, mais une façon de se rappeler qu'on peut traverser les épreuves si on les partage. » Julien l'écouta, ému. Oui, c'était cela. La clé n'était plus une énigme, mais une prière silencieuse.
Et chaque soir où ils l'ouvraient, ils adressaient sans le dire une demande au monde, que la douceur reste possible, même au cœur de l'hiver. Un dimanche de janvier, ils décidèrent de marcher malgré le froid. Le parc était désert, les branches alourdies de neige, et leurs pas laissaient des traces nettes sur le sol vierge. Au milieu de cette blancheur, ils s'arrêtèrent près d'un banc. Claire sortit la clé, la posa sur la neige. Le métal brillait dans le froid, minuscule soleil sur un tapis glacé. « Regarde, dit-elle en souriant doucement, elles ne font pas, elles résistent. Comme nous. » Ils restèrent là, silencieux, regardant la clé posée sur la neige. Puis Julien la reprit, la réchauffa dans sa main, et il sentit qu'elle battait presque comme un cœur. L'hiver passa lentement, comme une épreuve à franchir, mais jamais ils ne perdirent cette habitude. Chaque jour, ouvrir la boîte, poser la clé au creux de leurs mains, et laisser ce geste simple leur rappeler qu'ils appartenaient l'un à l'autre, et au monde par une trame invisible de tendresse et d'humanité. Le printemps revint, effaçant peu à peu la morsure de l'hiver. Les bourgeons se déployaient timidement sur les branches, les oiseaux faisaient entendre leurs premiers chants matinaux, et la ville reprenait des couleurs qu'on croyait perdues. Pour Julien et Claire, cette saison avait une résonance particulière. Elle n'était pas seulement le retour de la lumière, mais la preuve qu'après la rigueur et la fatigue des mois passés, la vie savait renaître. Un matin, ils ouvrirent comme toujours la petite boîte en bois. La clé reposait là, tranquille, marquée de leur histoire. Julien la prit dans sa paume, la regarda longuement. « Tu te rends compte ?» dit-il doucement. « Voilà des mois qu'elle est avec nous. Elle n'a jamais trouvé de serrure, mais elle a ouvert tellement de choses. » Claire hocha la tête. Elle la prit à son tour et ses yeux se remplirent d'une tendresse lumineuse. « Oui. Elle nous a ouverts à nous-mêmes, et peut-être qu'elle n'avait pas d'autre mission. » Ils restèrent silencieux, habités par une gratitude simple. La clé n'était plus un mystère à résoudre, elle était devenue une évidence. Une compagne de route, un rappel qu'il existe des objets qui portent en eux plus que du métal, qui deviennent des symboles d'humanité. Un soir d'avril, ils décidèrent de retourner dans le quartier où Julien l'avait trouvé pour la première fois. Les pavés brillaient sous la lumière dorée du couchant, et les platanes, encore nus, laissaient deviner la promesse des feuilles à venir. Julien s'arrêta à l'endroit exact où il s'était penché pour ramasser la clé. Le souvenir lui revint avec une netteté troublante. Son hésitation, sa curiosité, cette impression étrange d'être choisi par un objet perdu. Il sortit la clé de sa poche, la montra à Claire. « C'était ici. Si je ne l'avais pas ramassée, je ne t'aurais peut-être jamais rencontré. » Claire sourit doucement, ses yeux brillants. Alors ce n'était pas un hasard. Peut-être que la clé cherchait quelqu'un qui puisse la porter jusque-là. Ils restèrent debout un moment, regardant le sol, les passants, la vie qui continuait. Julien pensa que parfois, les plus grands bouleversements commencent par un geste minuscule. Ramasser ce que d'autres auraient laissé, croire à l'importance de l'insignifiant. Les jours passèrent, et le père de Claire connut une accalmie. Il put rentrer chez lui, affaibli mais vivant. Un après-midi, Julien et Claire allèrent lui rendre visite. L'homme, assis près de la fenêtre, tenait un vieux trousseau de clés qu'il avait gardé toute sa vie. Il les montra à Julien en souriant faiblement. « Oh, tu vois, chaque clé a une histoire, même celle qui n'ouvre plus rien, parce qu'elle garde la mémoire des lieux, des mains, des instants. » Julien serra la clé trouvée dans sa poche. Les paroles du vieil homme résonnaient comme une confirmation. Ce n'était pas une clé sans sens. C'était une clé mémoire, une clé de passage, une clé de lien. Le temps poursuivit sa ronde. L'été revint, lumineux, vibrant. Julien et Claire prirent l'habitude de laisser la clé parfois chez elle, parfois chez lui, comme pour dire qu'elle n'appartenait pas à un seul lieu, mais à leur chemin partagé. Ils savaient qu'un jour, peut-être, elle serait transmise, donnée à quelqu'un d'autre, comme une graine de douceur. Mais pour l'instant, elle restait le centre discret de leur histoire. Un soir, assis sur le balcon, ils contemplaient le ciel teinté de rose. La clé reposait entre eux, chaude d'avoir été longtemps tenue. Claire la prit, la leva à la lumière. « Regarde, dit-elle, elle ressemble presque à une étoile tombée. » Julien suivit son regard. Oui, une petite étoile terne mais fidèle, qui brillait non pas d'un éclat éclatant,
mais de la lumière silencieuse de tout ce qu'ils avaient traversé. Il posa alors doucement ces mots, presque un murmure. Peut-être que le vrai miracle, ce n'est pas qu'une clé ouvre une porte, c'est qu'elle nous rappelle que chaque jour est une porte et que nous avons déjà la clé en nous. Claire sourit, posa la clé sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Le silence les enveloppa, et dans ce silence, tout était dit. La fragilité, la force, la mémoire, l'amour. La clé, posée maintenant dans la boîte ou dans leurs mains, resterait pour eux le symbole d'une humanité discrète mais indestructible. Elle avait commencé comme un objet perdu. Elle s'était transformée en promesse. Et elle devenait désormais un héritage invisible, celui de croire que rien n'est jamais insignifiant, que chaque geste, chaque rencontre, chaque regard peut ouvrir un monde. Ainsi se poursuivait leur chemin, lentement, simplement, porté par la clé sans serrure qui avait trouvé sa vraie fonction, non pas d'ouvrir une porte matérielle, mais de révéler en eux une maison intérieure, vaste et lumineuse, faite de liens, de douceur et d'humanité partagée.